La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Léa Zélie, fondatrice de Léa Z Boutique pour ceux qui connaissent et de l'atelier Flower Box. Léa, c'est une entrepreneuse que j'admire beaucoup, qui s'est lancée il y a maintenant plus de 8 ans à côté de ses études et qui a cartonné. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai découvert sa boutique il y a au moins 4 ans sur Insta et depuis, je suis cliente chez elle, ou du moins j'étais cliente puisque Léa a décidé de fermer sa boutique il y a pas très longtemps et justement on va en parler pendant cet épisode. Donc si vous voulez savoir quelle a été sa stratégie pour se faire connaître, comment ça a contribué à son succès, comment elle a pris en compte tout ce qui est évolution des tendances et du marché au fil du temps, et quels ont été surtout les facteurs clés qui ont fait qu'elle a décidé de faire une boutique et bien d'autres sujets, du coup restez jusqu'à la fin. Ça a été vraiment une discussion hyper enrichissante à tout point de vue, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec notre échange. Hello Léa, bienvenue dans La vérité si j'entreprends. Je suis ravie de t'avoir ici. Comment tu vas? Hello Fiona, écoute, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Léa, pour celles qui ne te connaissent pas, tu as fondé la boutique Léa Z Boutique à côté de tes études il y a maintenant plus de 8 ans et tu as décidé de mettre fin à cette aventure et on va parler de tout ça ensemble. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Du coup, comme tu l'as dit, je suis Léa, entrepreneuse depuis mes 20 ans, en créant ma propre marque de prêt-à-porter féminin en 2015, puis ensuite ma marque également de décoration avec les box florales, donc l'atelier Flower Box en 2019. J'ai donc su en fait développer une communauté autour de ce projet mode, déco et entrepreneurial et cet univers féminin. C'est une entrepreneuse multicasquette et c'est ce que j'admire beaucoup chez toi. J'avais une première question par rapport à ça parce que comme tu l'as dit, t'es un peu sur tous les fronts. T'as commencé en plus à côté de tes études. Du coup, comment tu t'organisais entre tes études, tes jobs étudiants aussi, parce que je sais que quand t'as démarré, t'as gardé tes jobs étudiants et ton projet professionnel. Comment t'as réussi à pas péter un plomb? Bon, je pense que déjà j'ai une nature assez active, on va dire, ça c'est sûr. Je suis très motivée de manière générale dans la vie, j'aime faire plein de choses, je suis un petit peu touche à tout, mais c'était comme tu l'as dit, de l'organisation, clairement. Après mon DUT technique de commercialisation que j'ai adoré, j'étais une bonne élève, donc voilà, j'ai suivi un parcours un peu logique après un DUT en choisissant de me dire je vais faire une école de commerce. J'avais pas encore du tout l'idée de me dire c'est sûr que dans ma vie je vais faire de l'entrepreneuriat. Ça s'est un petit peu fait comme ça au fil du temps. Et donc avant le master, tu arrives en école de commerce en bachelor. Et à ce moment-là, moi je me suis ennuyée parce qu'on s'est retrouvé plein de filières différentes à se retrouver dans ce bachelor. Et moi c'était plein de choses que j'avais déjà vues. Et assez naturellement, j'ai eu cette idée en me disant j'aime la mode, on me demande souvent d'où viennent mes looks, donc j'ai envie aussi d'inspirer les filles en termes de mode, de pouvoir les aider, les conseiller à savoir comment s'habiller, qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui est harmonieux ou pas. J'adorais également la photo, j'étais modèle photo à ce moment-là et j'aimais bien les réseaux sociaux. Il y avait déjà Facebook, Instagram commençait tout doucement à ce moment-là parce que je rappelle, on était en 2015. Et puis moi, j'ai toujours fait des petits business ou des petits boulots. Même quand j'avais 15 ans, je me rappelle, je vendais des extensions de cheveux. J'avais créé un skyblog un peu à la Vinted. En gros, ça s'appelait mon petit shop. Et je mettais tous mes anciens vêtements déjà. Vraiment, quand j'avais 15 ans, j'avais commencé comme ça. Puis j'ai attendu d'avoir 17 ans et pour pouvoir faire mes premiers jobs. Donc voilà, vendeuse, caissière. J'ai fait tout plein de petits jobs, donc j'ai toujours travaillé. Et puis voilà, j'ai commencé à créer donc en bachelor Léa Z Boutique, qui est mon premier vrai bébé entrepreneurial. Je me suis un peu lancée là-dedans comme ça, juste par envie, par passion. Et puis petit à petit, j'ai su développer cette entreprise. J'ai donc, une fois que j'étais safe, pu lâcher petit à petit mes jobs étudiants et puis me lancer à fond dans l'aventure entrepreneuriale. Il fallait
beaucoup s'organiser. J'ai dû faire la demande de statut étudiant-entrepreneur pour pouvoir avoir le droit de manquer officiellement certains cours. Bien évidemment, les examens, j'étais obligée d'y aller et j'ai quand même fini par avoir ce master. Et puis, forcément, après le master, il n'y avait plus la question est-ce que je cherche un job ou pas. C'était non, je me lance à 100% dans l'aventure. Oh bien, je savais pas qu'il y avait un statut spécial pour les étudiants. J'ai dû me renseigner parce que sinon, en fait, je sentais que j'allais pas y arriver et que pour moi, j'avais besoin de me dégager du temps parce que je gérais tout de A à Z, que ce soit le site, que ce soit les collections, que ce soit les envois. Après, quand ça s'est développé, bien évidemment, j'ai su déléguer, mais au départ, quand j'étais en cours, je gérais vraiment tout et j'avais besoin de ce temps, en fait, physiquement. J'avais besoin d'être disponible chez moi pour faire les commandes et donc, je me suis renseignée, en fait, je sais plus, j'ai cherché sur Internet, j'avais peut-être posé la question à l'école, à la CCI et j'ai vu qu'il y avait ce statut qui existait. Je me suis dit, au moins, ça me permet d'être légitime auprès de l'école et qu'ils se rendent bien compte que je suis pas en train d'aller sécher les cours pour m'amuser, mais que je bosse. Oui, ouais, non, good to know, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Et tu parlais justement au fur et à mesure, t'as lâché tes jobs, etc. Combien de temps t'as mis, du coup, pour vivre de ton activité? Alors, je parle pas forcément de rentabilité pour le coup par rapport aux dépenses, frais, etc. Mais à vivre vraiment de ton activité en disant, OK, là, j'arrête mes jobs étudiants, par exemple. Waouh, je sais pas. C'est une question. Déjà parce que ça fait un petit moment, donc je pourrais pas te donner exactement de date ou de temps passé. Je sais plus, mais assez vite quand même, parce qu'au départ, je faisais vraiment tout maison. Donc forcément, quand on fait tout maison, on limite vraiment beaucoup les frais. Et donc, ça peut aller assez vite à partir du moment où on engrange quand même quelques ventes. On peut être, comme tu dis, rentable assez vite. Mais sauf qu'au début, je comptais pas du tout mon temps et je ne me rémunérais pas du tout, parce que c'est pour ça que j'ai gardé les jobs étudiants, comme tu l'as dit à juste titre. Donc, même si j'étais rentable, ce que je faisais, c'est que je réinvestissais à chaque fois tout dans des nouvelles collections, dans le développement de l'entreprise, etc., etc. Un jour, je me suis posée et je me suis rendu compte que je savais plus trop comment gérer la comptabilité parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. On a quand même beaucoup d'obligations en France et franchement, l'administratif, c'est pas une partie de plaisir. Genre, moi, ça me met au bout de ma vie, mais je suis quand même consciente de l'importance que ça a. Donc, même si c'était pas une partie de plaisir pour moi, je me suis dit, OK, il faut que je m'y mette. Et ça devenait de plus en plus compliqué. Ça devenait en fait une vraie gestion d'une vraie entreprise. Et du coup, je suis allée voir quelqu'un, un conseiller et des comptables, etc., pour me conseiller, pour faire un point sur ma situation. Et on m'a même dit, mais mademoiselle, il faudrait peut-être penser en fait à vous rémunérer. Parce que déjà, ça va vous permettre de vous libérer du temps par rapport à vos jobs étudiants que vous gardez. Donc, comme quoi, même si je n'en ai pas l'air de premier abord, la sécurité, c'est quand même rassurant pour tout le monde. Même si j'ai osé me lancer, j'avais ce truc-là où le vrai pas final, j'ai eu un petit peu du mal. Donc, si ça peut vous rassurer, c'est normal et ça fait partie, je pense, du parcours. Mais donc on m'a dit voilà, mademoiselle, il faut vous rémunérer et donc je me suis dit OK, c'est pas faux. On a fait les calculs de combien je pouvais prendre pour continuer à avoir une entreprise viable et ne pas se dire ouhou, ça y est, c'est Las Vegas et on se sert. Non, c'était pas ça, on a tout bien fait les calculs, on a tout mis à plat et puis forcément ça a permis de commencer à quitter les jobs comme je te l'ai dit. Je me répète, je suis désolée. Non mais c'est important de le redire. Voilà, et donc en parallèle, j'ai également ouvert un second shop pour lequel je suis devenue moins connue. C'est les AZ Boutique qui m'a fait connaître en tant que vraiment l'aspect girl boss parce que les AZ Boutique est une marque incarnée. Mais j'en avais déjà parlé, c'est donc l'atelier Flower Box. C'est une marque pour les gens qui s'aiment et ce sont des boîtes et des oursons en fleurs. C'est une marque qui est assemblée en France et tu vois, ça c'est un exemple de marque qui est pas encore rentable. C'est une marque qui fait son petit bout de chemin, qui est à l'équilibre, mais à travers ça, je souhaite également montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de règles dans le business parce que du coup, l'atelier Flower Box, ça date depuis 2019 et ça dépend du marché, ça dépend de plein de facteurs internes, externes et on n'est pas obligé de forcément, comme les AZ Boutique l'a été, être rentable super rapidement. Ça va dépendre un peu des différents secteurs d'activité. Ouais, et ça c'est bien de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en se lançant, ça y est, on va avoir plein d'argent, on va avoir la réussite qu'on mérite, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, même qui ont une grosse communauté,
qui ne sont pas rentables parce qu'on voit pas tous les frais derrière et toutes les dépenses qu'on a, etc. Donc je trouve ça hyper bien que tu le remarques et que tu le dises à haute voix. Je voulais rebondir sur la notion de marque incarnée que tu as mis en place justement et qui était pas trop présent finalement il y a 8 ans quand tu t'es lancé notamment sur les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant on le voit de plus en plus, mais comment toi ça t'est venu cette idée? Quelle a été ta stratégie finalement pour te faire connaître et comment ça a contribué à ton succès? Parce que clairement les AZ Boutiques ça a été un succès. Et pour la petite histoire, je suis une de ses clientes depuis des années. Donc, du coup, c'est pour ça que ça va faciliter aussi les questions parce que je sais comment tu gérais, je connais ta partie customer care, etc. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta manière de communiquer, comment tu t'es lancée sur Insta, comment tu as voulu te différencier, etc. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été cliente durant toutes ces années, de m'avoir soutenue, d'avoir soutenu le projet Les AZ Boutiques. Ça fait super plaisir. Donc oui, clairement, l'aspect de marque incarnée a participé au succès. Et moi, en fait, c'est venu assez naturellement. Je fais beaucoup les choses au ressenti, à l'intuition. Donc, bien évidemment, un business ne peut pas reposer que là-dessus. Attention, mais écoutez-vous, c'est quand même super important. Et en fait, ça paraît fou, mais quand j'étais face à un dilemme, je pesais le pour et le contre. Je pouvais demander parfois conseil extérieur si nécessaire, mais sinon, à l'ego, je traçais ma route, je savais ce que je voulais. Et je pense que les AZ Boutiques, ce qui fait la différence, c'est que c'est un projet qui a de l'âme, qui me ressemble. Et j'aimais faire du shopping. Je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît à moi en tant que cliente? Je souhaite que ce soit possible dans mon e-shop, tout simplement. Donc, à moi de tout créer, à moi de partir de zéro. Je me suis dit que j'allais faire ma communication comme moi je le sentais. Donc, une communication 100% authentique, avec un univers qui me ressemblait. Et donc, c'est tout naturellement que le nom et ma signature, en quelque sorte, est arrivé en me disant, en fait, je vais l'appeler Léa Z, parce que ça a pris du temps à ce que je définisse un nom. Je me suis cassé la tête dans tous les sens. Et en fait, je me suis dit, mais je vais aller au plus simple. Et puis, je vais juste l'appeler par ma signature, parce qu'en fait, l'univers que j'ai envie de créer, c'est moi, ça me ressemble. Et puis voilà. Pour la communication, j'ai été là en fait au bon moment avec un concept plutôt novateur, je pense, et j'ai été aussi très régulière. J'ai jamais fait de pause ou autre. J'ai jamais mis que ce soit la communication, que ce soit la boutique en elle-même en stand-by. C'est arrivé quand je gérais tout toute seule et que je me prenais une petite semaine de vacances au mois d'août où je prévenais que de telle date à telle date il n'y avait pas d'envoi de colis. Mais sinon, tu vois, la régularité, elle a toujours été là. Quand je rentrais de vacances, je reprenais direct. Il n'y avait pas de je reprends de vacances, je reviens de vacances, je reprends tranquillement. Non, clairement pas. Et quand tu te diriges vers un milieu, je pense que c'est ça le conseil, on va dire, un peu principal et qui pourrait tout résumer en termes de communication. Si tu viens pour prendre, ça va pas marcher. C'est perdu d'avance. Les seules personnes qui vont gagner, c'est qui viennent apporter quelque chose à ce milieu-là. Et à ce moment-là, j'espère en tout cas que j'ai pu apporter quelque chose. En tout cas, ma douceur et mon univers a plu aux filles qui étaient réceptives à ça. Ouais, je pense que vraiment ta plus grosse force avec les AZ Boutiques notamment, c'est ta proximité que tu avais avec ton audience et t'as créé en fait des moments, des momentum et des rendez-vous de manière régulière. Je sais que tous les dimanches, par exemple, tu sortais du coup ta nouvelle collection à 10h, donc on savait que la nouvelle collection arrivait à 10h le dimanche. Tu montrais toute la collection en story, on te voyait tu la portais, donc on te voyait aussi. Et le fait d'assimiler comment toi tu portais les vêtements aussi, je trouve que c'était plus facile pour pouvoir se projeter. Comment t'as eu cette idée d'avoir des rendez-vous de manière régulière? Alors peut-être que c'était beaucoup plus simple finalement pour toi en termes d'organisation, mais ça a bien pris parce que t'as quand même créé ce rendez-vous, on n'a pas envie de le manquer. Je sais que il y a eu des ruptures de stock assez facilement. Moi la première, parfois je m'étais réveillée à 10h le dimanche pour voir ta nouvelle collection et il y avait déjà des ruptures de stock. Donc comment tu gérais un petit peu tout ça et comment t'as eu l'idée finalement aussi de mettre en place justement cette proximité et puis même après de manière générale dans ta stratégie de contenu, c'est vrai que par rapport à ce que d'autres marques de mode en tout cas faisaient, toi t'as quand même eu cette approche où t'as quand même donné des conseils aussi sur comment bien porter les vêtements en fonction de sa morpho, etc. T'as eu une approche un peu plus éducative en plus de la partie inspirationnelle.
Tout est venu petit à petit. Forcément, je suis pas arrivée sur le marché en ayant mon concept tout prédéfini, les rendez-vous, me dire bah oui, en fait, je veux pas que faire du contenu lifestyle, esthétique, waouh, tout est joli. Oui, j'ai envie de faire un contenu qui apporte de la valeur ajoutée et qui peut aider les personnes à se sentir mieux, à se sublimer, à prendre confiance en elles. Je suis pas arrivée avec un truc tout ficelé. Tout s'est fait petit à petit. Forcément, en 8 ans, on a le temps à chaque fois de réfléchir à des nouvelles stratégies, à des nouvelles idées. Pour l'exemple du rendez-vous, je pense que en effet, c'est comme à une copine. Quand on a une bonne copine qu'on a envie de voir, on lui donne rendez-vous. Et ça s'est un peu créé comme ça. Au départ, je communiquais en disant, le réa sort, je pourrais le mettre en ligne ce mardi à 18h. Donc du coup, au départ, c'était pas des rendez-vous réguliers, mais en tout cas, je communiquais à la communauté, que ce soit par des posts. Il n'y avait pas encore l'historie à l'époque, donc ouais, il me semble que c'était du coup que des posts. Mais du coup, je mettais les posts à chaque fois où je communiquais les prochains rendez-vous. Et puis petit à petit, je me suis dit, maintenant, j'ai assez grandi, j'ai assez le temps pour gérer ça, parce qu'une collection tous les dimanches à 10h, il faut s'accrocher, hein. C'est un rythme de malade. Et donc, à partir du moment où j'ai pu donner un vrai rendez-vous que j'étais en capacité de tenir, je me suis dit, let's go, on va faire un rendez-vous que tout le monde connaît. Et puis, ce sera le rendez-vous shopping des Léa Z Girls. Est-ce que vous étiez combien, du coup, dans ton équipe pour gérer tout ça? Alors, forcément, c'est quelque chose qui s'est développé petit à petit. Au niveau de la logistique, du coup, j'ai fait appel à un prestataire extérieur et j'ai décidé de travailler avec un ESAT. Donc, c'est un établissement d'aide par le travail qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Donc, du coup, là, ils avaient la capacité de pouvoir s'adapter selon les jours et selon le nombre de commandes qu'il y avait à gérer par jour. Donc ça, c'était pour vraiment purement la partie logistique. Et ensuite, moi, j'avais une vraie équipe au bureau qui m'accompagnait sur plein de choses, que ce soit la communication, que ce soit la gestion relation cliente, que ce soit la stratégie, les visuels, etc. Il y avait plein de choses à gérer. Et donc, moi, j'avais mon équipe au bureau. Et donc, on était 6 personnes avec moi incluse. Donc, 5 personnes plus moi. Trop bien. Et justement, je voudrais rebondir sur l'expérience client parce que tu fais partie aussi des personnes que j'ai adorées pour la partie customer care, à surprendre avec des petites attentions, que ça soit avec des petits mots personnalisés, que ça soit avec un petit cadeau qui vient dans le colis. Quelle place ça a pour toi, justement, cette partie customer care? Comment ça t'est venu aussi l'idée? Est-ce que c'est par rapport à tes attentes? Est-ce que tu avais, toi, envie d'avoir, qu'on n'a pas eu il y a quelques années encore? Comment tu l'as construit? Moi, je me dis que c'est les clientes qui sont à l'origine d'un succès, d'un e-shop ou pas, ou d'une marque, ou peu importe dans quel domaine on se lance. Et que ces clientes, il faut les chérir parce que c'est grâce à elles que la marque peut fonctionner, que la marque peut vivre, que la marque peut se développer. Donc c'est pas non plus comme on dit le client est roi, parce que forcément on a quand même des CGV, il faut que ce soit juste pour moi. Mais en tout cas, d'avoir l'occasion de chouchouter ses clientes, même si on n'a pas d'expérience client physique, parce que moi j'étais consciente que j'avais pas de magasin et que j'avais pas forcément envie de me lancer dans l'aventure physique. Moi, j'aimais bien le côté en ligne, et le côté en ligne, ça donne une accessibilité à toutes, partout dans le monde, à n'importe quelle heure. Donc, ça n'empêche pas de pouvoir cumuler les deux, mais moi, j'adorais ce côté-là. Donc, sachant que de toute façon, je pouvais pas proposer une expérience client physique, c'était assez naturel, en me disant, en fait, du coup, je vais offrir un petit cadeau, mon service client, il va être là, on va répondre en temps et en heure, rapidement, avec une solution adaptée. Enfin, il y a rien de plus normal, en fait. Ouais, c'est pas normal forcément pour tout le monde, donc c'est pour ça que je voulais le souligner. Ouais, je sais. Parce que c'est quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup marqué chez toi, et même cette accessibilité finalement à toi, où tu réponds aux messages, où tu nous incites finalement aussi à repartager nos looks en te mentionnant, etc. Tout ça, c'est des actions qui font que déjà, pour la fidélité, c'est très bien. 2, aussi pour la partie visibilité. Et ça, c'est des actions finalement de marketing qui sont top pour te faire connaître. Donc, est-ce que sur cette partie, tu t'étais fait accompagner ou c'est vraiment venu justement de toi? Non, c'était vraiment interne à Léa Z Boutique. Je me suis pas fait accompagner pour ces idées-là. Je peux pas dire que tout vient de moi, parce que comme je te l'ai dit avant, on était une équipe. Donc forcément, on faisait des points où chacun apportait ses idées, chacun pouvait, on échangeait tous, et puis après on actait ce qu'on se faisait ou pas. Donc il y a une grande partie forcément où, comme dit, moi j'ai mis mon âme dans ce projet, mais il y a une partie aussi où à partir du moment où on construit une équipe, pour moi, je vois la stratégie qui passe en mode
collaborative et donc du coup tout le monde participe à ça et c'était ça la culture d'entreprise, les AZ Boutiques. J'adore. C'est joliment dit. Et juste petite question, parce qu'on parle beaucoup d'Insta, mais est-ce que tu étais sur d'autres canaux? Du coup, j'avais TikTok et Facebook. Au début, moi, j'ai vraiment bien démarré grâce à Facebook. Ok. Moi, je t'ai connue sur via Insta, mais donc Facebook marche encore. Non, c'était au début. Donc maintenant, est-ce que ça marche encore? Je sais pas si on peut le dire comme une affirmation. En tout cas, pour une certaine cible, oui. Pour les plus jeunes, moins. Ça, c'est sûr, parce que ça dépend maintenant de la cible. Mais en tout cas, moi, à l'époque, forcément, Insta venait à peine de voir le jour. Donc c'était Facebook où on était tous, en fait, même les plus jeunes. Oui, non, c'est vrai. Et justement, par rapport à cette évolution, est-ce que toi, tu as vu les tendances des consommateurs du marché changer, évoluer au fil du temps? Et comment, peut-être, tu as pris en compte les évolutions, justement, de ces tendances? Tu parles du Covid? Alors, pas ça forcément du Covid, parce que depuis 8 ans, les tendances, quand même, des consommateurs ont évolué. Encore plus avec le Covid, forcément. Donc, comment toi, tu t'es adapté? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fermé pendant le Covid, qui ont été obligées. Toi, t'es quand même resté. Donc, voilà, comment t'as pu évoluer? Comment t'as ajusté finalement ta stratégie en conséquence? Alors au quotidien, on va dire, et dans une évolution, on va dire normale de la consommation, normale de la société, en fait, je m'adaptais moi automatiquement parce que moi automatiquement, j'aime les tendances, donc forcément moi, je m'adaptais naturellement, mon look s'adaptait naturellement. Moi, je grandissais aussi, ma communauté grandissait avec moi, donc forcément, j'avais un look, on va dire entre guillemets, de plus en plus mature également. Donc voilà, toutes ces choses, elles se sont fait naturellement. Pour moi, la plus grande adaptation à laquelle j'ai dû faire face en tant que chef d'entreprise, ça a été le Covid, c'est pour ça que je te parle de ça. Ça a été un réel changement, ça a été une grosse difficulté, un gros challenge. On a rencontré des difficultés d'approvisionnement. L'Italie, moi je m'approvisionnais à 80% en Italie, était également confinée. Donc et puis les consommateurs tout simplement avaient beaucoup moins le goût de faire du shopping, de se faire belle, tout simplement, j'ai envie de te dire, pour aller où, hein? Donc c'était un vrai, ça y est toujours d'ailleurs, mais un vrai bouleversement de la société. Ça a changé beaucoup de choses pour plein d'entreprises. Ça a été une difficulté pour la plupart. Il y en a aussi qui ont su tirer leur épingle du jeu et qui ont eu le bon business au bon moment. Donc pour eux c'est trop cool. Mais c'est vrai que ça a été une énorme difficulté, notamment pour les AZ boutiques. Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai eu aucune aide. Mon CA, donc mon chiffre d'affaires, avait largement baissé. Mais il y avait un critère qui disait que je ne pouvais pas avoir l'aide et j'en avais clairement besoin en fait. Donc on a dû faire 100. Avec les équipes, on a travaillé à la réduction des coûts au maximum à ce moment-là, à essayer de trouver des stratégies de comment pouvoir gérer le fait qu'on n'ait pas l'approvisionnement, est-ce qu'on met en place des précommandes, enfin voilà, on a pensé à énormément de choses et on a décidé de se renouveler, de se challenger différemment et post-Covid est venu du coup le changement de DA où on a refait le logo, on a fait les choses un petit peu de manière plus minimaliste, on avait une DA très rose, flashy, très très girly, on est allé sur des roses et des beiges un petit peu plus doux, notamment pour aller vers ce côté aussi plus mature et qui me ressemblait du coup un petit peu plus, moins petite fille de 20 ans mais plus jeune femme de 25, 26, 27 ans pour que ça me ressemble. Donc voilà en termes de gros chamboulements que j'ai pu connaître dans ma carrière. Du coup, je fais une petite parenthèse, DA, direction artistique. Oui. Juste au cas où. Et du coup, parfaite transition par rapport à la fermeture justement de ta boutique. Est-ce que c'est le Covid qui t'a fait fermer boutique finalement? Quels ont été les facteurs clés qui ont influencé cette décision alors que sur le papier en tout cas, bon après c'est l'envers du décor, on n'est pas dedans, mais t'avais tout pour réussir par rapport peut-être à d'autres boutiques. Merci beaucoup, c'est gentil. L'arrêt de la boutique a été une décision super super dure. Tout d'abord, j'en dormais plus, mon cerveau s'arrêtait pas, je faisais que penser, j'avais mal à la tête, mal au cœur. Je savais pas ce que je devais faire, je savais pas ce qui était bon parce que c'est une grosse décision. C'est pas une décision qui va de toute façon être faite de gaieté de cœur, ça on le sait.
Mais voilà, c'était super chaud. Donc, en termes de raisons, il y en a deux principales. Donc, une des premières raisons, il faut se le dire, il faut l'assumer et il faut pas avoir peur de parler de ça. C'est clairement le financier qui a accéléré cette décision. La partie financière, oui, le Covid y a contribué parce qu'on traînait des casseroles, même si la fermeture a été faite en 2023. Je traînais certaines difficultés déjà liées en effet par rapport à ce grand chamboulement dont je parlais avant avec le Covid. Et il y a également la deuxième raison qui est le rythme de travail. Non pas que je tenais plus le rythme de travail, je peux le faire, il n'y avait pas de souci, je le tenais avec mes équipes, on avait une organisation du tonnerre, donc c'était pas vraiment ça, mais c'était plus que je m'enfermais un peu dans un cercle infernal où il fallait tout le temps se renouveler pour être à la page. La concurrence aussi a énormément augmenté, les prix aussi ont augmenté, donc nos marges ont été réduites. Il y a beaucoup de personnes qui nous disaient oui, mais vos prix ont augmenté, mais oui, mais pour nous aussi ça a augmenté. Donc voilà, quand je mets dans le financier, oui, il y a le Covid, oui, il y a des difficultés globales, mais dans le financier, il y a aussi la concurrence, la hausse des coûts, voilà, tous les facteurs que beaucoup d'entreprises auxquels beaucoup d'entreprises ont dû faire face. Et donc voilà, au niveau du rythme, c'est ce que je te disais, c'est que voilà, il y avait un peu ce cercle de il fallait toujours être à la page, il fallait tout le temps être capable de se renouveler, et puis en fait ça ne s'arrêtait jamais, et j'étais un petit peu enfermée à un moment donné dans ma propre prison où c'était super difficile d'en sortir, super difficile de prendre du recul, parce qu'il y avait également cette pression financière, donc on n'avait pas le droit de prendre ces pauses-là. Donc j'en profite aussi si tu me parles de l'arrêt pour remercier toutes les personnes, que ce soit collaborateurs, partenaires ou mes proches qui m'ont soutenue durant cette période, parce que c'est tout récent, c'est tout frais, mine de rien, ça fait même pas 2 mois. Donc voilà, c'est tout récent et donc voilà les raisons. Je sais pas si ça te suffit comme explication. T'as mis combien de temps du coup justement à prendre cette décision à partir du moment où tu t'es posé les questions et ok, on arrête définitivement? Il n'y a pas de limite claire parce que il y a certains souvenirs de cette période que j'ai presque un petit peu oubliés, tu vois. C'est bizarre. J'ai des moments qui sont hyper nets et j'ai des moments qui sont un petit peu flous parce que je pense que forcément ça allait pas bien pour moi. Donc, parfois, je me posais les questions, mais pour moi, c'était juste inimaginable. Et je me disais juste, oh punaise, imagine si je dois en arriver à fermer. Mais est-ce que ça, c'était déjà des vraies questions? C'était juste, en fait, quand tu penses au pire, quand tu sens que tu as des difficultés, moi, je suis du genre à juste imaginer le pire. Ok, c'est quoi le pire? Comme ça, au moins, je le sais. Et donc, forcément, je me suis déjà imaginé ce qu'était le pire. Donc, c'était de fermer. Donc ça, je sais pas depuis quand ça date, tu vois, parce que comme dit, entre 2020 et 2023, il y a du temps qui est passé. Mais réellement, c'est quelque chose qui s'est fait assez vite et qui a été accéléré à un moment donné. Donc vraiment, vraiment, à partir du moment où je me suis mis à bosser officiellement en quelque sorte sur la décision et la décision finale, il y a peut-être eu 2 mois. Oui, donc ça a été assez rapide. Est-ce que tu penses que tu avais perdu ta flamme par rapport à ce projet, par rapport au début? Vraiment par rapport justement à l'actualité, la concurrence, le fait peut-être de se comparer, de regarder la hausse des prix, le fait de perdre peut-être pas en créativité parce que je pense pas que ça soit le mot, mais le fait de toujours se renouveler, ça peut être fatigant, ça peut être usant et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent la flamme du début. Est-ce que c'est ton cas? Alors, je sais pas si c'est vraiment la flamme. Je pense que la flamme, je l'avais toujours. Mais c'était plutôt, en effet, ce côté cercle vicieux où ça s'arrête jamais, où t'es obligé de te renouveler, où t'es obligé de faire ci, obligé de faire ça. Et en fait, à la base, quand j'ai commencé les AZ boutiques, j'étais entre guillemets obligée de rien. Ça veut dire que, bien évidemment, quand je dis obligée de rien, non, bien évidemment, il fallait envoyer les colis, il fallait suivre la cadence et tout. Mais si un jour, j'avais envie de faire telle communication de telle manière, je me sentais en tout cas plus libre. Et là, de me sentir de moins en moins libre, avec en plus la pression financière, ça nous enlève encore plus une liberté. Vraiment, vraiment, c'est pas facile à gérer. C'est vraiment une pression de malade et ça fait très peur. Et parce qu'en quelque sorte, on tombe dans une insécurité. Donc moi, ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Et donc quand on tombe là-dedans, c'est plus que je me sentais enfermée et qu'en effet, je ne pouvais plus m'exprimer comme je le voulais et comme je le faisais avant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que du coup, c'est simple? Je me posais la question, c'est simple de fermer une boutique en ligne quand tu as peut-être du stock, etc. Comment ça se passe, les démarches? Alors, sans rentrer forcément dans les détails, mais est-ce que tu peux le faire du jour au lendemain? En fait, ça dépend dans quelle
position et dans quelle situation tu es, et selon la situation, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Voilà, c'est plus quelque chose de légal et de comptable. C'est soit tu es capable de fermer à l'équilibre, donc dans ce cas-là, c'est à toi de te débrouiller, etc. Ou soit tu es trop endetté, et dans ce cas-là, tu dois avoir recours à une démarche administrative. Et donc dans ce cas-là, il existe le redressement ou la liquidation judiciaire, qui sont forcément du coup des démarches qui font encore plus peur et qui sont encore plus complexes. Donc en fait, est-ce que c'est simple? C'est oui et non. Ça dépend déjà de la situation dans laquelle est l'entreprise. Et après, bien évidemment, de toute façon, en France, comme je le disais, on a une grosse partie administrative. Donc peu importe une des trois options, dans tous les cas, non, c'est pas simple, et il y a de l'administratif, et il y a beaucoup de choses à gérer, et voilà, surtout quand tu as des locaux, tu as des partenaires, etc. Oui, il y a énormément de choses à gérer. Après, ça fait partie du process. Quand on est capable de créer une entreprise, de la développer, il faut aussi, alors je dis pas que je le savais, mais il faut aussi, en tout cas, être capable de se renseigner pour pouvoir réaliser la fermeture en bonne et due forme, quoi. Oui, et je rebondirais même en disant que pour moi, être une bonne chef d'entreprise, tu l'as montré, c'est être en capacité justement à savoir s'arrêter à temps. C'est-à-dire que t'as pas attendu des années et des années d'avoir peut-être un déficit énorme qui va s'accumuler, etc. C'est que tu as su prendre les devants, tu as su prendre de vraies décisions, te remettre en question et finalement ajuster en temps, comme il faut avant que peut-être ça parte un peu plus loin. Et ça, je t'admire beaucoup pour ça. Merci beaucoup, parce que comme je l'ai dit avant, c'était pas une décision super facile, donc merci à toi en tout cas de le souligner. Et c'est vrai que il faut être capable de prendre les décisions, tout simplement, dans le positif comme dans le négatif. Ouais, et ça, on a tendance aussi à l'oublier. Il y a beaucoup trop de personnes dans l'entrepreneuriat qui continuent malgré que leur projet ne marche absolument pas. Alors, je tiens à dire, c'est important de persévérer, etc. Et c'est très bien. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, si on voit que ça prend pas, il faut savoir aussi s'arrêter à temps pour pouvoir faire peut-être autre chose, parce que finalement, ça va être ton cas aussi. Alors, je sais que ça n'a pas forcément communiqué, mais quels sont tes futurs projets? Alors, t'as ton autre entreprise à côté. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets par rapport à ça? C'est ça. Alors du coup, à présent, je souhaite continuer à développer l'atelier Flowerbox avec cet univers fleuri. On est toujours dans quelque chose d'assez féminin. C'est un univers qui continue à me ressembler. Et je trouve que j'aime beaucoup être sur ce marché-là un peu du cadeau, parce que je me dis que quand les gens achètent une Flowerbox, ça va être soit pour se faire plaisir à eux avec un élément de déco, ou soit pour faire plaisir à un proche. Donc voilà, forcément, je vais continuer à développer ce projet. Actuellement, je travaille encore de 8h à 20h. L'autre jour, mon copain m'a carrément proposé, on pourrait peut-être partir en voyage, etc. J'ai une opportunité. Et moi, j'ai une culpabilité liée au travail de me dire, je pars alors que je suis en situation de transition, parce que actuellement, je suis dans une situation de transition. J'ai des projets, j'ai des choses qui se mettent en place petit à petit. Pour le moment, je ne peux pas encore en parler de manière concrète, mais voilà, forcément, j'ai plein d'idées. Mais voilà, je suis dans une situation quand même précaire. Il faut le dire, il faut l'assumer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais en fait, Léa, depuis l'arrêt et depuis 8 ans, c'est quand que tu as pris du temps pour toi? Ah, ça, c'est la fameuse question de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est ça, parce que du coup, quand on m'a proposé ce voyage, je me suis dit, non, moi, attends, je suis dans une situation, comme j'ai dit avant, sans sécurité, de précarité, parce que d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je trouve qu'on est très peu et très mal pris en charge en tant que chef d'entreprise qui ferme son entreprise. On n'a aucune sécurité, aucun filet. Donc voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Et moi, j'ai tout de suite la culpabilité liée au travail. Mais je pense que c'est parce que j'ai une de mes valeurs travail qui est très forte en moi. Et voilà, et ma copine, elle m'a dit, voilà, si tu dois prendre du temps, c'est maintenant. Arrête de culpabiliser. T'as un parcours énorme. Maintenant, tu prends du temps et tu apprends à prendre du temps pour toi. Donc c'est là, depuis une petite semaine, où je commence à essayer de mettre des petites touches de prendre du temps pour moi. C'est pas encore fulgurant, mais petit à petit et step by step, on avance. Donc voilà un petit peu mon actualité toute fraîche, on va dire. Je pense que c'est important de prendre du temps pour ça. On n'arrête pas de le dire. Est-ce que justement, par rapport à ces 8 années même, t'as frôlé, alors la question 1 million, t'as frôlé peut-être le burn-out, le fait de
tout gérer et de pas prendre justement ce temps pour toi, d'avoir le cerveau en ébullition, jamais sur off. Est-ce que tu as senti parfois que t'étais à ça de tout lâcher? Parce que si je te dis ça, c'est parce que moi je sais que ça m'est arrivé. Je pense qu'on est beaucoup à qui ça arrive, mais en fait on le laisse passer parce que on est dans le quotidien et que ça va trop vite, etc. Et en fait, on prend pas le temps finalement de se dire, oula, attends meuf, là t'es passé à 2 doigts de quelque chose de pas très joli. Donc, est-ce que tu l'as senti? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ok, il va falloir vraiment que je ralentisse parce que là, je sens que mon corps, par exemple, ne peut plus, ou mon entourage n'en peut plus de moi, enfin des choses comme ça. Alors non, pas le burn-out, je pense pas en tout cas, du moins. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais je l'appellerai du coup différemment. Je pense que le cerveau en ébullition, c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité. C'est moi dans ma vie, j'essaye toujours de trouver l'équilibre dans tout. Donc c'est vrai que si j'ai le curseur qui est tout le temps trop élevé, cerveau en ébullition, la vie à 1000 à l'heure, travail, ça va pas non plus fonctionner. Mais j'ai cette tendance et cette personnalité à quand même facilement être là-dedans. Donc, j'ai plus de mal à prendre du temps pour moi. D'où le fait qu'il faut quand même que j'apprenne à rajouter cet ingrédient. Mais donc, ce côté rythme élevé ne me dérange pas. Et au contraire, plutôt, je l'aime bien parce que c'est dans ma nature. Mais par contre, si je devais trouver quelque chose dans ma carrière et dans ces 8 dernières années qui ressemble un petit peu au burn-out, comme on l'appelle, ce serait plus à un moment donné la perte de sens, qui est justement liée à tout ce qu'on a cité plus haut, avec le Covid, avec cette spirale un peu infernale qui s'arrêtait pas, où justement j'ai pas vraiment perdu ma flamme, parce que sinon j'aurais arrêté les AZ boutiques plus tôt, en fait, si je sentais que j'avais perdu la flamme. Au contraire, je croyais en le projet, j'avais pas du tout envie de l'abandonner, il y avait encore plein de potentiel et plein de belles choses à faire, mais j'avais peut-être un peu perdu le sens à cause du coup de ce rythme de travail. Tu vois la différence? Ouais, je vois. Et moi, j'aime pas le mot burn-out, mais c'est vrai que je sais jamais comment l'appeler parce qu'on nous le dit tellement. Pour moi, le burn-out, c'est lié au rythme de travail que tu n'arrives plus à supporter. Moi, j'ai réussi toujours à le supporter. Je dis pas que c'était hyper facile et que les doigts dans le nez. Il y avait des jours où je finissais avec des maux de tête, mais le rythme en lui-même, je l'assumais. C'était vraiment le côté perte de sens où du coup, je ne savais plus comment me positionner face au projet et puis ça a été ça plutôt mes difficultés. Oui, et je pense que de toute façon il y a plein de difficultés parce que c'est vrai que le burn-out est très général, mais moi je suis plutôt comme toi, c'est-à-dire que je peux travailler littéralement toute la journée, que j'écoute pas mon corps du coup malgré tu vois les boutons de fièvre, l'eczéma, les migraines, etc., tout ce que tu veux. J'écoute absolument pas mon corps, mais par contre je me retrouve parfois à me dire ok en fait où je vais et avoir du mal tu sais, à me projeter sur le futur parce que je suis vachement dans justement le moment présent, les projets, etc. Et du coup à dire en fait à quoi bon et ça ce sentiment aussi de perte d'identité. Je sais pas si tu l'as connu, mais je suis qui par rapport à mon business parce que mon business avait tellement pris une place dans ma vie que vraiment cette notion de perte d'identité va avec la perte de sens d'ailleurs finalement pour moi m'a été ultra présente et je sais pas si toi justement il y a eu ce problème avec ton identité où finalement toi t'étais ta marque. Comment t'as réussi peut-être à dissocier les deux et est-ce que toi t'es tel que tu montrais par exemple dans la vie de tous les jours ou alors c'était un autre personnage pour les AZ boutiques, enfin comment tu gérais un peu ça? Non, forcément, quand on se montre de manière publique, il y a une partie où on a des traits qui vont plus ou moins ressortir et des traits qui vont plus ou moins être intériorisés. Donc, c'est difficile d'être 100% naturel, 100% soi-même. Rien que le fait de prendre son téléphone et de parler à son téléphone, c'est un exercice. Donc, moi, j'essaye d'être 100% naturel, mais après, moi, j'ai toujours fait part de ma vie, la part entre ma vie perso et ma vie pro. Forcément, je peux partager mes galères, je peux partager quelques difficultés, etc. Mais c'est vraiment moi qui mets le curseur. Donc, c'est pas un manque d'authenticité, c'est juste que je mets le curseur avec ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai envie de partager et ce que j'ai envie de garder pour moi, avec mes proches, dans ma bulle à moi. Donc ça, je pense que c'est important. Et cette limite, pour moi, elle était assez claire dès le début. Ça n'empêchait pas qu'il y a des jours où je me dis, allez, hop, je partage ça, je me lâche un peu, ça change de d'habitude. Ou que parfois, j'avais une grosse galère et je me disais, ça, ce serait super intéressant de le partager, mais j'arrivais pas. C'était trop mon jardin secret, c'était trop ma vie à moi. Et j'étais en mode, non, en fait, c'est pas quelque chose que finalement j'ai envie de partager, ou en tout cas, peut-être pas tout de suite, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Maintenant, j'ai pas d'idée précise, mais tu vois, j'ai toujours su faire la part des choses et de qui était Léa, de la vraie vie de Léa. Et qui était allée à cette boutique, même si on est intimement liés et qu'au final, ça pouvait être pratique d'avoir les deux en un. Mais voilà, c'était différent. J'arrivais à faire cette différence. Oui, t'as jamais ressenti une perte d'identité parce que ton business prenait trop de place.
Non, non, pas la perte d'identité du coup, Okay. Pas du tout. Non, c'est intéressant du coup de voir les différents éléments. Ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil justement à partager à l'audience pour les entrepreneurs qui veulent qui veulent se lancer, une leçon que tu as apprise justement par rapport à ton expérience, s'il y a des choses que peut-être tu aurais fait différemment, des choses que tu savais pas, voilà, tes meilleurs conseils. Ok. Alors, mes meilleurs conseils, déjà, je commencerai par ne pas sous-estimer le travail que cela représente. Il faut essayer au maximum d'être réaliste, que ce soit dans vos rétro-planning, dans vos objectifs. Il faut vraiment se dire que c'est un gros travail, qu'on est multicasquette, qu'il faut être capable d'être sur tous les fronts en même temps, qu'il faut être capable de donner presque et de sacrifier une partie de sa vie pour ça. Donc voilà, premier conseil. Deuxième chose, je dirais avoir sa propre identité et son propre style. Ne pas essayer de vouloir faire du copier-coller de quelqu'un d'autre, d'une idée qu'on a vue et de se dire ah ouais je pourrais faire pareil. Ça fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir sa patte. Ça veut pas forcément dire qu'on est obligé de faire une marque incarnée. Attention, c'est pas parce que moi j'ai fait une marque incarnée que c'est le game changer du business. Pas du tout. Parce que d'ailleurs maintenant on en voit de plus en plus. C'est j'allais dire. En commun. Voilà, donc c'est pas non plus. Moi, c'est sûr qu'en 2015, quand j'avais fait ça, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Maintenant, ça l'est plus. Mais il y a une différence entre avoir sa propre identité, son style, être en accord avec ses valeurs, les valeurs de sa marque, son univers. Et c'est super méga important. Ça ne veut pas dire, comme dit, que ce soit une marque incarnée, mais il faut bien les définir quand on veut lancer sa marque ou son business. Ensuite, je vais dire un truc un peu basique, mais je pense que c'est nécessaire. C'est motivation, détermination et organisation. Donc, c'est des mots qui vont de pair pour moi. Donc voilà, la motivation, la détermination, c'est nécessaire. Comme je le disais avant, un des éléments qui a contribué à la réussite du business, c'était tout simplement ma régularité. C'est qu'à aucun moment donné, j'ai lâché. Donc ça fait partie de la motivation et de la détermination. Et l'organisation, ça va de pair parce que toutes les femmes qui sont à leur compte, ou les hommes d'ailleurs, mais vous diront que si on n'est pas organisé, on travaille tout le temps et on ne se dégage pas du temps libre, que ce soit pour aller voir des amis, que ce soit pour aller boire un verre, faire un resto, peu importe, mais surtout du temps pour nous-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai encore du mal à faire. Donc, j'apprends petit à petit. Ça dépend aussi des phases de l'année. Il y a des phases où il y a des moments ou des cycles où on est obligé de mettre les bouchées doubles et on est en mode, là, la vie perso, je la mets complètement de côté. Mais il y a des moments aussi où il faut savoir un peu la remettre au centre des choses et ça sert à rien de travailler tous les soirs jusqu'à 23 heures. Il faut réussir à se prendre 1 ou 2 soirs dans la semaine, c'est déjà bien, c'est déjà ça. Donc vraiment l'organisation, et puis même dans tous les cas, l'organisation permet d'aller au bout de ses missions, d'aller au bout de ses tâches, de bien prioriser les choses et donc de bien avancer. Et dernier conseil, je dirais ne pas avoir peur de l'échec. Parce que mine de rien, on n'a pas parlé de cette notion d'échec. Et moi, quand j'ai arrêté un business, il y a différentes manières de le voir. C'est quelque chose que j'ai dû, à la limite, l'avis des autres, que les personnes puissent dire ah oui, elle a vécu un échec et tout, il y a pas de souci, j'ai pas de problème avec l'avis des autres. Mais par contre, moi, envers moi-même, de me dire ok là, est-ce que j'ai vécu un échec? Si oui, comment je le vis? Est-ce que je le vois comme un échec ou pas? Donc, n'ayez pas peur et travaillez sur cette notion parce que de toute façon, quand vous vous lancez à votre compte, quand vous vous lancez dans la vie de l'entrepreneur, il y aura des échecs. Que ce soit des tout petits, on a loupé un contrat, on n'a pas eu ça, il y a eu tel ou tel retard, il y a eu tel ou tel produit qui en fait ne marche pas du tout. Enfin, j'en sais rien, les différents échecs que chacun peut rencontrer selon son business, selon son marché. Mais l'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. Il faut l'accepter. Il faut pas du tout le voir comme quelque chose de négatif. Moi, j'avais des grosses difficultés à voir ça comme pas quelque chose de négatif, donc j'ai bien travaillé dessus. Et il y a un adage qu'on connaît tous et qui est super basique, mais qui est tellement vrai, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et il n'y a pas mieux résumé, que ce soit dans la vie même que ce soit dans la vie professionnelle et même personnelle, quoi. Ah, je suis totalement d'accord. Il faut accepter l'échec. Il faut assumer. Il faut assumer en fait les choses qui nous conviennent pas ou on pense qu'on n'a pas réussi parce que derrière il y a toujours un apprentissage, une expérience et il faut arrêter en fait de voir les choses en mode j'ai fait un bid. Par exemple, je sais que là je parle plus pour les réseaux sociaux, mais il y a plein de personnes qui se disent ok mes posts font des bids, du coup j'arrête. Ils le voient comme un échec alors que c'est vraiment en persévérant et en faisant qu'on va comprendre justement ce qui fonctionne le mieux.
Et c'est une notion qui est très taboue, encore plus en France. Mais en fait, il faut s'acharner dans l'échec, j'ai envie de dire, parce que même les plus grosses têtes, les plus gros entrepreneurs, avant de réussir, ils ont eu plein d'échecs. Et je dis ça alors que, je veux dire, c'est difficile pour moi quand j'ai des choses qui ne marchent pas autant que je voudrais, mais j'essaie vraiment de réfléchir autrement parce que bah, justement, à force qu'on nous le dise, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de sensé derrière. Et enfin, se planter, en fait, finalement, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on essaye. Et déjà, avoir cette notion, ce shift, en disant, en fait, t'as essayé, t'es putain de courageuse. Enfin, tu vois, t'as fait tout ça. Et je trouve que c'est que de la fierté. Et puis, en plus, en l'occurrence, pour ton cas, moi, je vois pas du tout comme un échec, mais vraiment plus comme, justement, de la maturité de se dire, elle a réussi à prendre cette décision, à arrêter au bon moment. C'est un nouveau commencement parce qu'on va te retrouver dans plein de projets, je suis sûre. Il y a aussi ton activité, ton entreprise à côté. Donc c'est pas comme si t'arrêtais du jour au lendemain. Et puis je trouve que finalement la force aussi c'est cette introspection. Je sais pas si t'as vu l'arrêt de Caroline Receveur où elle a annoncé qu'elle avait, qu'elle fermait toutes ses boutiques, qu'elle arrêtait tout. Oui, j'ai vu. Bah, pareil, je trouve que elle pourrait dire c'est un échec, j'arrête tout, etc. Mais moi, je trouve que c'est plutôt justement une force en fait de montrer que elle se priorise, qu'elle se fait passer en priorité parce que bah justement elle a beaucoup travaillé et que elle estime que là c'est le moment de faire une transition et de prendre du temps pour elle. Et moi, je le vois pas du tout comme un échec, mais plus comme quelque chose justement d'inspirant pour les personnes. Et c'est vraiment ouais, pour le coup, elle a travaillé et elle s'est créée cette chance de pouvoir se le permettre parce qu'il faut le rappeler que c'est une grande figure de l'entrepreneuriat, mais que tout le monde ne peut pas se le permettre. Et moi, tu vois, actuellement, là, j'ai arrêté du coup mon business principal. En réalité, je suis pas dans une situation où je pouvais me le permettre. Moi, ça me met dans une situation du coup plutôt insécuritaire, mais il faut l'accepter. Ça fait partie du deal et ça fait partie de la vie d'entrepreneur. On prend beaucoup de risques. Et donc après ces risques, ben forcément, on peut avoir un gros gain, mais comme on peut aussi avoir des plus grosses difficultés derrière, c'est nous qui assumons l'entièreté des difficultés et des risques. Mais je pense que voilà, penser à soi, c'est important. Après, c'est vrai que moi, comme je le disais, quand on se lance, c'est soit on se lance pour le faire à 100% et vraiment mettre les bouchées doubles en termes de détermination, de régularité, etc. Et oui, il faut tenter. Par contre, moi, j'ai eu cette chance-là et c'est pour ça que la notion d'échec a été super dure à avaler pour moi, mais j'ai travaillé dessus et maintenant je suis ok avec ça. Mais c'est de se dire que moi, j'ai eu cette chance et je me la suis créée de pouvoir avoir un business qui dès le premier business en fait a fonctionné et a même très bien fonctionné, a connu de très très beaux succès vraiment. Et donc du coup, forcément, quand on rencontre un premier échec, on se dit ouh, je connais pas ça en fait, c'est quoi? Ouh là là, ça me fait tout bizarre, putain, j'aime pas du tout cette sensation. Et donc de travailler dessus et de se rendre compte, mais en fait ça, grâce à ça, ben j'ai commencé à voir le problème différemment, à prendre du recul, à me dire mais attends, du coup je peux peut-être changer ma perception ou je peux peut-être apprendre telle chose, ça va me permettre de solver le problème. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent. En fait, tu prends l'échec, tu prends l'adversité à laquelle tu fais face, parce que du coup, c'est même pas vraiment un échec, c'est une adversité, et tu le transformes en opportunité. Et ça, c'est une vision sur laquelle j'ai travaillé grâce notamment à ça, et puis à d'autres choses que j'ai pu connaître ensuite. Et franchement, c'est une fois que vous avez travaillé là-dessus et que pour vous, vous êtes OK avec l'échec et de vous dire, bah ouais, je vais peut-être poster 50 fois avant d'avoir un premier post qui peut fonctionner et de trouver un petit peu vers là ma propre niche, mon propre filon, et ben oui, c'est ça qu'il va falloir faire. Et c'est pas normal de justement claquer des doigts et de réussir tout de suite. C'est vrai. Il y en a qui ont de la chance parce que, cette notion de chance, de toute façon, c'est un véritable débat. Mais voilà, qui sont au bon endroit, au bon moment, avec des bonnes personnes. Et du coup, oui, elles vont avoir plus de visibilité parce que telle personne avec une grosse communauté les a partagées, etc. Mais moi, je suis de ton avis. On se crée notre chance. J'avais fait un épisode justement de podcast sur la chance, mais on se crée notre chance, on se crée nos opportunités. Mais pour ça, il faut se bouger en fait. Faut arrêter de se plaindre. Non, j'ai pas d'argent, j'ai pas de clients, etc. Aller chercher de l'argent, aller chercher des clients, aller chercher des opportunités et il faut persévérer parce que ça saurait si c'était aussi facile. Je pense que tout le monde se lancerait et il y a encore trop de personnes qui se lancent pour les mauvaises raisons parce que ils pensent que t'es entrepreneur, tu travailles pas mais tu gagnes de l'argent, tu fais ce que tu veux de tes journées, tu pars en vacances quand tu veux, alors que pas du tout. Et ça, c'est l'éternel débat qu'on a avec des copines entrepreneuses, etc.
Parce qu'il y a trop de personnes en fait qui se mentent. Ouais, tout à fait. Puis c'est ce que je disais avant, quand on se lance dans un projet, c'est qu'on a envie d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui solutionne un problème, et pas de venir sur un marché pour prendre. Donc c'est quand on apporte que on va gagner le plus. Et quand je dis gagner, c'est pas que en argent, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on gagne énormément dans plein d'autres domaines. On gagne en expérience, on gagne en savoir, on gagne en soft skills, en hard skills. Enfin voilà, on gagne en tout, mais également en argent, parce qu'il faut se le dire, quand on lance un business, c'est pour un moment donné réussir à gagner sa vie et en vivre. C'est l'objectif principal et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Exactement. Même si on a un hobby, une passion, l'idée c'est quand même de vivre de sa passion et d'avoir de l'argent, on va pas se mentir. Merci beaucoup Léa pour ton partage et toutes tes pépites et notamment la partie aussi mindset qu'on a abordée du coup plus à la fin de l'épisode, mais qui est quand même ultra importante. Et c'est une bonne piqûre de rappel. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? Eh bien, écoute, tu peux me retrouver sur Instagram et sur TikTok avec le @LeaZLook, tout simplement. Et j'ai le compte, du coup, l'atelier Flower Box. Donc, c'est l'atelier Flower en anglais, donc fleur, et box, B-O-X, donc l'atelier Flower Box, pour la marque de fleurs. Et j'ai un dernier Instagram que j'ai créé il y a pas longtemps qui est justement sur ce côté mindset, entrepreneuriat, pousser les personnes dans leur motivation, leur donner envie et les inspirer à se lancer. Et du coup, c'est le 3e Instagram, Léa Zeli, donc Leaze2Li. Super, je mettrai de toute façon tous les liens en description. Je te remercie vraiment 1000 fois pour cet échange et puis je te dis à très vite. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.